Quand on pense à l'héroïsme en Israël, un nom vient souvent à l'esprit, celui de Sarah Aronson. Elle est devenue un véritable symbole. Mais qui était-elle vraiment, derrière cette image de légende? Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'une femme au destin exceptionnel. Et pour bien la comprendre, on ne va pas commencer par sa naissance. Non, plutôt par ce qu'elle a laissé derrière elle. Son propre frère, Alexander, a écrit cette phrase presque prophétique. En fait, il pose la question qui va nous guider. Comment l'histoire d'une seule femme est-elle devenue une véritable Megillah, un parchemin, une légende pour toute une nation? Pour trouver la réponse, il faut retourner aux sources. Alors, voici le chemin qu'on va parcourir. D'abord, ses racines, bien ancrées dans la terre de la patrie. Ensuite, le moment de l'éveil, la grande décision qui a tout changé. Puis, on plongera au cœur du réseau clandestin. On parlera bien sûr de son sacrifice ultime et enfin de l'héritage incroyable qu'elle a laissé, l'héritage de Netzar Israël. Allez, on commence par le début, par ses origines, parce que c'est vraiment la clé pour comprendre la force de ses convictions. Sarah est née en 1890, à Zichron Yaakov. Et attention, sa famille fait partie des fondateurs de la Moshava. Ça veut dire que dès le départ, son lien à la terre d'Israël est viscéral, il est dans son sang. C'est quelque chose de fondamental qui va guider toute sa vie. D'ailleurs, cette maison que l'on voit, c'est aujourd'hui le musée du Nili, un lieu chargé d'histoire. Son éducation était franchement hors du commun pour une femme de son temps. Il faut s'imaginer un peu. Elle grandit sur les pentes du mont Carmel, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Son instruction est très solide, basée sur l'histoire juive et le Tanakh. Et puis, quelle polyglotte! Hébreu, yiddish, turc, français, arabe, anglais, rien que ça. Elle est aussi très influencée par son grand frère Aaron, un agronome mondialement connu. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi une cavalière émérite et une tireuse d'élite. Un mélange assez incroyable de culture, de foi et de compétences très concrètes. Mais voilà, un événement va tout changer. C'est le moment charnière, celui qui va transformer la jeune femme en une révolutionnaire absolument déterminée. On est en 1915, Sarah rentre en Eretz Israël. Elle fuit un mariage malheureux à Istanbul. Et sur son chemin du retour, elle va être témoin de l'une des pires tragédies du XXe siècle. Elle voit de ses propres yeux les horreurs du génocide arménien, perpétré par le régime ottoman. Ce qu'elle voit allume en elle une flamme qui ne s'éteindra jamais. C'est elle-même qui l'écrit, dans cette citation poignante. Elle dit en substance « Moi, une femme, je me lève pour protéger mon peuple, pour qu'on ne lui fasse pas subir le même sort qu'aux Arméniens. » À partir de ce moment, rester passive, ce n'est tout simplement plus une option. Et donc, à peine rentrée, elle passe à l'action. Elle rejoint son frère et d'autres pour monter un plan incroyablement audacieux. Aider les Britanniques à libérer la terre d'Israël du joug des Ottomans. Le nom de leur réseau d'espionnage, c'est Nili. Et ce nom, il n'a pas été choisi au hasard, loin de là. C'est un acronyme tiré d'une phrase de la Bible, du livre de Samuel, Netzar Israël lo yeshaker, ce qui veut dire « l'Éternel d'Israël ne ment pas ». Ça nous montre à quel point leur combat moderne était pour eux totalement ancré dans la foi et dans la tradition millénaire du peuple juif. Et là, son rôle dans le réseau va devenir absolument central. Quand son frère Aaron et Avshalom Feinberg partent en Égypte pour faire la liaison avec les Britanniques, c'est elle qui prend les commandes sur le terrain. Oui, Sarah devient la chef de facto du réseau Nili en Eretz Israël. Elle gère une quarantaine d'agents, elle centralise toutes les informations, le décodage, la transmission. C'était un poste d'une responsabilité et d'un danger immense, quelque chose de totalement inédit pour une femme à l'époque. Mais forcément, un tel succès, ça finit par attirer l'attention. Et à l'automne 1917, l'étau se resserre. Les Ottomans sont sur leurs traces et le piège est sur le point de se refermer sur Zichron Yaakov. Ces derniers jours se déroulent comme une véritable tragédie. Le 1er octobre, elle est capturée. Pendant 4 jours, elle subit des tortures terribles, mais elle ne parle pas. Le 5, elle obtient l'autorisation de rentrer chez elle, soi-disant, pour se préparer avant son transfert vers Damas. Elle sait très bien ce que ça signifie, et elle va utiliser ce bref répit pour prendre son destin en main. Elle décédera finalement le 9 octobre. Les tortures qu'elle a subies sont difficiles à imaginer. Pendant 3 jours, c'est l'horreur absolue. Des coups de fouet, sa chair pincée avec des tenailles, des œufs bouillants placés sous ses aisselles. Mais malgré cette souffrance inimaginable, sa volonté, elle, ne flanche pas. Pas un nom, pas un seul secret ne sort de sa bouche. Son esprit est resté indomptable. Il y a ce témoignage incroyable d'un commandant de la police turque qui l'a vu. Il a dit que sa prestance, sa démarche royale, lui avait fait commencer à croire au royaume d'Israël parce que, disait-il, Sarah marchait comme une reine. Même face à ses tortionnaires, sa dignité était sa plus grande force. Elle sait que si on l'emmène à Damas, la torture continuera et qu'elle risque de finir par craquer. Alors, elle accomplit un dernier acte de résistance. Dans la salle de bain de la maison familiale, elle utilise un pistolet qu'elle avait réussi à cacher.
Ce geste n'est pas un acte de désespoir, c'est l'acte de sacrifice ultime, ce que la tradition juive appelle Messirut Nefesh, le don de soi, pour protéger ses camarades et les secrets du Nili. Elle agonisera pendant 4 jours. Mais sa mort n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est là que sa légende commence vraiment, un héritage qui fait écho au nom même de son réseau, Netzach Yisrael, l'éternité d'Israël. Immédiatement, les gens voient en elle l'héritière des grandes héroïnes de la Bible. Ce poème de Baruch Ben Ezer le dit magnifiquement, elle a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire de Déborah, Yaël et Judith. Elle devient une figure moderne qui s'inscrit dans cette longue tradition de femmes fortes et courageuses d'Israël. Et cette image le montre parfaitement. D'un côté, la personne, le portrait de Sarah Aronson de son vivant, de l'autre, le symbole, l'icône, sur un timbre officiel de l'État d'Israël. La nation pour laquelle elle a tout sacrifié lui rend hommage. Son héritage, aujourd'hui encore, est immense. Elle a été la première femme sioniste à mourir de manière active, en combattante pour la nation. Dès 1935, des pèlerinages s'organisent sur sa tombe. Après la guerre de 1967, elle entre officiellement au Panthéon des héros d'Israël. Sa maison familiale est devenue un musée. Et elle reste ce qu'on appelle une damoutement faite, un véritable modèle de courage et d'amour de la patrie qui continue encore et toujours d'inspirer. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Comment est-ce que l'histoire d'une seule femme, qui a vécu il y a plus de 100 ans, peut encore aujourd'hui façonner le caractère et l'identité de toute une nation ? La réponse, elle est sans doute là, dans la force de ses convictions, dans son amour indéfectible pour sa terre et dans ce sacrifice ultime au nom de Netzach Yisrael, l'éternité d'Israël.